Fédérail, c'est une exposition organisée chaque année par la Fédération française de modélisme ferroviaire pour présenter les travaux de ses adhérents, qu'ils soient en club ou en individuel, et leur offrir une occasion de se rencontrer. Ces 2 dernières années, la manifestation n'avait pas pu être organisée en raison de la crise sanitaire, mais en juin 2022, elle a bel et bien pu prendre place aux Herbiers en Vendée sur le week-end des 25 et 26. Le principe de cette exposition, c'est qu'elle est organisée autant que faire se peut en collaboration avec un site ferroviaire. Cette année, aux Herbiers, c'était donc avec le chemin de fer de la Vendée, dont le terminus était situé à 200 mètres de la salle d'exposition. À cette occasion, j'ai consacré à ce train touristique un reportage que vous pouvez d'ores et déjà visionner sur la chaîne Aiguillage. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il fait partie des près de 1000 sites à découvrir que vous retrouverez dans mon guide du tourisme et des loisirs ferroviaires édition 2022 qui vient de sortir. Si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes librairies et aussi sur le site www.aiguillage.eu à la rubrique Aiguille au Shop. Un bon moyen de soutenir la chaîne et d'obtenir une version dédicacée sur simple demande. Mais dans l'immédiat, et comme pour chaque visite d'exposition que je vous propose ici même, je vais m'arrêter devant une petite sélection de stands pour vous présenter des réseaux encore inédits sur cette chaîne. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Je vous propose de vous faire un compte-rendu en 2 parties de cette exposition cette semaine et la prochaine. Ce sera alors le dernier reportage modélisme de cette saison d'Aiguillage. Pour commencer, on va passer un peu de temps dans la seconde des 2 grandes salles que comptait l'exposition, car y était installé un très grand réseau ibérico-français qui s'étalait sur plus de 350 mètres carrés. Il avait été mis en place à l'initiative du CIM-HO, un rassemblement informel de modélistes espagnols et portugais, dont chaque membre construit des modules à l'échelle HO dans le but de les raccorder pour constituer de vastes réseaux présentés en exposition. Le principe est que n'importe qui peut rejoindre le groupe, à la seule condition de disposer d'au moins un module répondant aux normes édictées. Aux Herbiers a eu lieu une grande première puisque, via sa section Module Junior, l'UAICF, l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français, s'est joint au groupe pour étendre son réseau vers la France et organiser des circulations internationales entre la France et l'Espagne. Une nouvelle fois, une grosse installation et une première, puisqu'en fait, on a découvert avec les Espagnols un groupement qui s'appelle le CIM-HO, qui est donc le club ibérique modulaire, où il y a des Espagnols et des Portugais qui font des exploitations entièrement digitales sur des modules avec des graphiques de circulation, avec des horaires. Donc on les a découverts à Madrid, on a repris la même chose au niveau du principe et on s'est associé à eux. Donc là on a un réseau qui fait 350 mètres carrés, 35 mètres par 12 et on a donc des modules juniors qui sont raccordés avec les Espagnols au niveau du pont de l'Ebidasoa. Et donc on exploite le graphique de circulation avec un décalage d'1 heure, c'est-à-dire que notre circuit dure 59 minutes. Et donc toutes les heures, on reprend notre système et on change d'époque et de thème toutes les demi-journées. Donc hier midi, on était avec des trains internationaux. Hier après-midi, on était avec des trains époque 3. Là, on est jusqu'à 14h avec des trains époque 4 et on fera 5-6 pour terminer dimanche après-midi. Okay. Ici, on est sur la partie française. Ouais. Et puis, on va passer sur la partie, j'allais dire, internationale. Voilà, donc ici on a la longueur française avec la gare de Tergnier. Et puis on a, par ici. Voilà, donc chaque gare a un chef de gare avec des pupitres de commande et on a nos tableaux d'indication comme à la SNCF sur lesquels on respecte les horaires. Donc ici on est sur la gare de Tergnier. Chaque gare a ce qu'on appelle un livret des gares sur lequel il y a la liste de tous les trains. Et donc ça, c'est le plan général du réseau français. Et donc on a sur chaque gare la position des trains au départ qui nous permet de commencer. Et dans chaque gare, on retrouve donc un graphique de circulation, la liste de la succession des trains avec l'arrivée, le passage, l'heure de départ, donc sur quelle voie ils sont reçus et avec le numéro des trains. Et puis ça, donc pour chaque gare, sachant que le graphique de circulation générale, c'est ça. Voilà, donc là sur 50. Donc on a des téléphones qui nous permettent de repérer d'une gare à l'autre et avec notre horloge qui est dessus,
on respecte et on envoie les trains donc en France ou en Espagne. Donc là, on a un train qui vient d'arriver en France, en gare de Ternier, et il va franchir le pont de la Bidasoa, et on arrive après sur la première gare espagnole. Donc là, notre train, il va partir de France en Espagne. D'accord. J'imagine que ça n'a pas dû être très simple à... Non, quand on voit la réalisation des graphiques, le plan des gares, la liste des trains, il a fallu tout prévoir à l'avance. Donc sachant que le graphique, il était prévu pour aller jusqu'à 104 trains sur le graphique, donc c'est énorme au niveau des trucs. Voilà. Et puis après, on se fait des échanges de trains et puis on joue au vrai chemin de fer, on va dire. Voilà. Mais c'est intéressant. Alors évidemment, on est comme dans la réalité à la SNCF, c'est-à-dire qu'on a des trains qui arrivent en retard, on a des sillons qui sont supprimés, on a des dépannages en ligne. Tout est fait comme le vrai. Voilà, on a notre train français là qui va franchir la frontière. Et donc il va arriver sur la première gare espagnole. Ah, donc là, on a la première gare espagnole, et donc les Espagnols, même chose, ils ont leur tableau, avec, comme dans la réalité, la succession des trains, et puis ça marche. Voilà, là, on a une RIP qui franchit la frontière, je ne sais pas si si ça se passe vraiment comme ça. Voilà. Et donc sur toute la partie espagnole, vous avez tous les réseaux qui fonctionnent, et à partir de là-bas, vous avez une branche, et là-bas, on est au Portugal. Parce que le CIM, c'est Ibérico, et il y a des Espagnols et des Portugais, donc on a une partie portugaise de l'autre côté. Pour que le dispositif fonctionne, les échanges sont nombreux et se font pour l'essentiel par téléphone, ce qui suppose que dans les gares frontières se trouvent des agents circulation parlant les différentes langues pratiquées dans les 3 pays. Côté français, c'est Franck Moncharmont, qui maîtrisant l'espagnol, joue le rôle d'agent circulation pour les trains en partance ou en provenance de l'autre côté des Pyrénées. Et précisément, voici qu'un train est en approche sur le pont qui sert à matérialiser la frontière. À cette heure précise, aucun train n'était censé entrer sur le territoire français. Franck va donc se renseigner auprès de son homologue espagnol. Je vais appeler l'Espagne. Hop, je vais appeler la station de Orduna. Sí, oiga, Ternier, por favor. El tren que recibimos ahora, ¿sabes cómo se llama? Ah, ok, no le mando, ok. Si, no le mando, c'est para sobre el ponte, ok. Donc, c'était un train qui restait sur le pont sur la Bidasoa, donc il ne nous envoie pas, il me le confirme. Ok, donc ils font la manœuvre sur le pont, et le train reste sur le pont, il me confirme. Par contre, moi, je vais lui envoyer... les échanges se font comme ça, de manière très professionnelle, on reste dans le pro, et ça permet d'aller joindre l'utile et l'agréable, et le côté rencontre, on sort de notre périmètre, voilà. Et eux qui sont venus nous démarcher, parce qu'eux travaillent de cette manière depuis pas mal d'années, et ils sont venus nous démarcher pour... travailler avec un graphique de circulation qui a été établi, un temps de parcours qui a été établi à la jugeote, à l'expérience, avec la marge à la jugeote qui est nécessaire en modélisme. Surtout que nous, on a essentiellement de la voie unique avec beaucoup de croisements. Eux, ils ont plutôt de la double voie, mais ils ont beaucoup plus de trains, beaucoup plus de manœuvres, et ils ont beaucoup moins d'agents de circulation. Voilà. On essaye de se coller le plus par rapport à... Voilà. En fait, on fonctionne sur un cycle d'1 heure avec soit des trains, donc le frontalier, donc, qui soit vient de donc, la provenance d'Orduna, et la destination, ou alors interne français, quelque chose qui reste sur la boucle, qui reste en France, qui ne va jamais en Espagne. Et eux, ils ont le même graphique, ils ont des trains internationaux et des trains locaux qui changent de sens aussi à la station de Orduna. Voilà. Donc le prêt, je crois qu'il y a environ 5 clubs. Il y a Ternier qui a apporté les modules, il y a le Minérail Club Nantais, il y a le PK0, donc le PK0 c'est Masséna Austerlitz. Il y a Perpignan qui a amené les clubs, le Model Rail Club catalan. On a... il y a des gens de la Malle. Ouais, des gens de la Malle, donc les grands rivaux de Ternier, hein, parce que évidemment on se...
Entre Picards. Entre Picards, hein, on se tire la bourre gentiment. Moi, je suis pas Picard, mais je connais bien la rivalité entre les boubous et les babachs. Hein, voilà. Voilà, non, mais c'est gentil, ça reste gentil. Voilà, donc la malle de Longo, Amiens Longo, voilà. Malgré la complexité de la mise en œuvre d'un tel réseau, tout s'est bien passé et les trains ont bien pu franchir la frontière tout au long du week-end. On a donc pu voir des trains français rouler jusqu'au Portugal, ce qui constituait sans doute une première. Mais avec le modélisme, tout est permis. Je vais vous emmener maintenant à la rencontre de modélistes qui pratiquent leur art un peu en dehors des sentiers battus, en commençant par Michel Rivière qui s'est spécialisé dans les très petites échelles, le Z et le T. C'est-à-dire que moi avant j'ai fait énormément de modélisme naval, puis bon ça m'a un petit peu lassé. Au niveau navigation dans les expositions il y avait beaucoup de problèmes, surtout moi qui en bordure de mer. J'exigeais d'avoir une baignoire avec de l'eau douce, hein, parce qu'autrement les étambeaux ils grippent. Et donc je me suis mis, j'ai cherché, mais comme j'y connaissais rien, j'ai été simplement sur eBay. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une marque qui s'appelait Marklin et qui faisait tout. Qui faisait les locaux, les voiles, les aiguillages, tout. Donc moi j'ai pas cherché, puis j'ai dit tiens c'est bien, c'est pas gros. Parce que moi quand j'étais gamin, j'avais le train, c'était en version c'est du haut. Donc je me suis mis à faire du Z et puis j'ai proliféré là-dedans jusqu'au jour où j'ai trouvé le 450e. Voilà. Voilà. Mais disons que bon, au niveau des visiteurs, il faut reconnaître que les gens sont très attirés parce que ça sort de l'ordinaire. D'abord, il y a une grosse différence. Quand vous voyez les réseaux à chaud, ils sont tous à la même hauteur. Alors que là, le visuel, vous avez l'impression d'être comme un hélicoptère. Vous êtes en survol. Bon, la particularité sur celui-là, c'est que ça, c'était des reproductions que j'ai achetées à Amsterdam, c'est le Rijksmuseum et le musée ethnique d'Amsterdam. Et j'avais acheté ça pour mettre sur du Z. Puis en fin de compte, quand j'y arrivais, j'ai bien constaté ça. Mais ça va pas, c'est une connerie. Et un jour, quand je me suis mis à faire le 450, j'ai dit tiens, ça va peut-être aller. Et j'ai pris le pied à coulisses des voitures. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement. Et donc c'est à peu près, voilà. Là où j'ai eu le plus de difficultés, c'est pour avoir le plan du château de Neustein au 220e. J'ai réussi à avoir le plan au Japon. Parce que je l'avais au 200e, au 300e, au 500e, mais au 220e, je n'avais pas. Et c'est tellement facile, parce que là, c'est une réalisation maison. Hein. Alors, il y a 3000 heures de travail. Voilà. Puis là, vous avez le réseau américain qui n'a rien à voir, puisque c'est des chercheurs de l'aérospatiale. Alors, vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Puis après, je me suis mis à faire des petites valises, simplement dans les couvercles de valises, c'est encore autre chose. Et ça, c'est du matériel japonais, échelle Z. C'est pour ça que ça s'appelle Rokuan. La particularité, c'est que le matériel roulant, je peux le mettre sur le réseau en Z Marklin, mais le matériel Marklin, non, dans les courbes, je passe pas. Par contre, on peut faire des réseaux plus grands en Rokuan, mais bon, moi, je restais dans le petit. Et histoire de rester dans les petits réseaux, on va aller voir le voisin de Michel qui construit tous les siens dans des valises. J'ai commencé le train en 1970 lorsque mon papa et ma maman m'ont réalisé mon premier réseau échelle à chaud. Et puis après, la passion, je dirais, m'a jamais quitté. Et bien sûr, il y a des périodes un petit peu de relâche et tout, mais disons que je m'y suis remis il y a vraiment 25 ans, où là, voyant les expositions un peu partout en France, je me suis dit pourquoi pas moi. Et donc j'ai adhéré au club de la Malque lorsque je suis arrivé en Picardie. Et puis j'ai commencé à construire des valises de différentes échelles. Alors là, je présente deux grosses valises échelle N. J'ai des valises échelle Z aussi, HOE. Donc là, je présente les petits trains du Tessin, suisse italienne, et la série Menuiserie Müller, la suisse autrichienne. La valise du Père Noël là-bas, et puis une télévision que j'avais fait il y a une dizaine d'années. C'était un peu un challenge, parce que j'aime bien les challenges si vous voulez. Donc montrer des choses qui sortent de l'ordinaire. Et puis j'ai toujours en mémoire le petit train de Maurice Bruno, que tout le monde connaissait, qui s'appelait Interlude. Donc j'ai voulu faire un petit peu la même chose et étonner les gens. Surtout que les enfants maintenant ils savent pas ce que c'est que ces télés-là. Ils connaissent si vous voulez les télés écran plat, mais pas du tout
pas cette télé-là. Pourquoi Donc, est-ce que vous êtes très vite intéressé aux petites échelles? Parce qu'en fait, alors, vous avez fait, voilà, beaucoup alors de- c'est pareil, c'est encore une fois, c'est un peu un challenge aussi que je me suis fait, parce que vous voyez, ma femme elle est toujours étonnée, avec des grosses mains carrées comme ça, et bon, j'ai la chance à 60 ans de ne pas porter de lunettes et puis de ne pas avoir la blablotte. Donc c'est un peu un défi, puis j'ai rencontré Michel il y a une paire d'années en arrière, et bon, on a lié sympathie, et voilà quoi, c'est un peu des défis quoi, plus on vieillit, plus on descend en petite échelle, voilà, j'aime bien les défis, les challenges, donc c'est un peu ça. Ça étonne aussi les gens. On a tous un petit train qui tourne dans la tête. On reste, moi, quelque part, c'est une ironie que je vais vous faire, mais dans un coin de ma tête, je suis resté bloqué à l'âge de 10 ans, vous voyez. Jamais vieilli. Aujourd'hui, j'en ai 60 cette année. On reste jeune, hein, on ne vieillit pas. On partage la passion avec les gens. Ça les étonne. C'est ça, quoi. Surtout les petites échelles, c'est ça. Parce qu'après, bon, le HO, je dirais, c'est une échelle commune. On voit beaucoup de HO. Et nous, ce qui nous plaît, c'est d'étonner les gens. Moi, ce qui me plaît, c'est de mettre des sourires sur la tête des gens en voyant des petits trains. Surtout là, on est en vue d'hélicoptère. Donc, on voit bien les trains. On est au-dessus des valises, puisque c'est des trains, des réseaux en valises. Et voilà, quoi. Moi, à partir du moment où je vois un sourire sur le visage des gens, c'est gagné, quoi. C'est le pari, le challenge, il est gagné, quoi. C'est ça qui me plaît. Et pourquoi les valises là aussi? Alors les valises, bien sûr, c'est pour allier l'utile à l'agréable. Comme je fais beaucoup d'expositions maintenant en France, c'est la praticité de la chose. Vous n'avez pas besoin d'un véhicule exceptionnellement gros. On va dire une remorque, voire un gros véhicule. Là, on est venu avec mon ami Serge Guérin. Il a un van, donc on a mis tout dans le van. Et puis voilà, quoi. C'est très pratique à emmener. Petite touche d'originalité, ces valises, Fabrice les enrichit de fond de décor. Alors mon épouse, elle est très décoratrice dans plein de domaines. Moi, j'aime pas trop poser le papier peint, mais là, vous voyez, donc, elle m'a donné un coup de main sur les posters qu'on avait achetés à l'époque sur Internet. Donc là, vous avez les Dolomites qui vont bien avec le thème de la valise. Là, vous avez les Abruzzes. Donc tout le monde me dit que c'est formidable, ça donne vraiment du relief, c'est très joli, quoi. Après, vous apportez une source de lumière qui donne vraiment de la luminosité sur le relief, et tout le monde me dit que ça plaît aux gens, quoi. C'est joli. La dimension, les dimensions, c'est pour aussi montrer aux gens que dans cette échelle-là, l'échelle N, on peut faire un beau petit réseau dans pas énormément de place et d'espace, quoi, si vous voulez. Donc c'est ça aussi, c'est de montrer, de partager bien sûr notre passion avec les gens, de les convertir éventuellement au modélisme ferroviaire en leur montrant ce qu'on peut faire. Et puis ce qui est formidable aussi, c'est que vous touchez tous les corps de métier. Hein. Donc là, vous voyez, on fait la valise, donc on menuise, on fait l'électricité, on construit, bien sûr. Parce que bien évidemment, il faut monter les maquettes. Hein. Vous avez des maquettes en carton, il y a des maquettes en Zamac, il y a des maquettes qui sont faites maintenant avec les imprimantes 3D, la technologie. C'est vrai que le train a considérablement évolué. Entre le train que j'ai connu en 1970 avec le transfo conventionnel de base, gauche-droite, et le train il est à gauche-droite, maintenant on a ça, le téléphone. Donc là, j'ai deux téléphones, vous voyez, j'ai un téléphone qui me permet de piloter les trains, et j'ai un téléphone qui me permet de piloter aussi le son. Puisque je dis toujours, c'est à l'échelle réduite, parce que moi je suis originaire d'ici, de Vendée, des herbiers. Mon papa est en vendéen, vous voyez. Donc là je suis revenu, retour aux sources. Et avec cette technologie-là, ça permet de faire vivre Ici on a le Puy du Fou, son et lumière. Hein. Moi je fais quelque part, c'est une ironie que je vais vous faire aussi, je fais mes sons et lumière avec mes petits réseaux, quoi. Ouais. J'anime autant que faire se peut le réseau pour le faire vivre, et puis ça plaît beaucoup aux gens. Ouais, c'est ça. C'est ça la chose, quoi, ce qui me plaît, quoi. J'espère que vous avez apprécié ces réseaux. Dites-le moi en commentaire. Je vous en présenterai d'autres la semaine prochaine. Pour conclure ce petit tour d'horizon de l'exposition Fédérail 2022 aux Herbiers, mais aussi le volet modélisme de cette nouvelle saison d'aiguillage.